Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Je vous accueille dans ce troisième portrait avec Léa, que vous connaissez sûrement sous le pseudo Instagram Jeune Maman Extraterrestre. Léa est maman de 2 enfants et orthophoniste. Via son compte Instagram, elle a à cœur d'aider les parents dans son domaine. Dans cet épisode, on a abordé l'apprentissage du langage par les tout-petits, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, la communication qui peut parfois passer sans les mots, et la notion du temps. Léa a aussi 2 autres activités qu'elle a mises en place, toujours dans le but de donner aux parents des outils et de l'aide en attendant des rendez-vous avec des professionnels qui se font trop attendre. Et enfin, vous découvrirez aussi comment son activité pro l'a aidé dans sa vie familiale, mais aussi comment la maternité a changé sa pratique. Bonne écoute! Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, nous décrire tes enfants, ta famille? Bien sûr, alors moi du coup c'est Léa, je suis la maman de 2 adorables enfants à la maison. Du coup, mon grand loulou a 6 ans, j'ai une petite puce qui a 21 mois et 3 enfants puisque nous avons perdu notre premier petit garçon. Et ton métier, du coup? Je suis orthophoniste, du coup je suis orthophoniste libérale depuis presque 9 ans. Alors, est-ce que dans ton métier, tu as une spécialisation pour les enfants? Est-ce qu'il existe des choses comme ça dans le monde de l'orthophonie? Alors de base, en orthophonie, on n'est pas censé se spécialiser réellement, c'est-à-dire que quand on sort de l'école, on peut prendre toutes les pathologies en charge. La réalité fait que bien sûr, on ne peut pas être efficace dans chaque domaine, hein, parce que l'orthophonie c'est vraiment très très vaste, et donc naturellement, c'est pas qu'on se spécialise, c'est qu'on a des préférences, on a des atomes crochus avec certaines prises en charge. Et donc moi, effectivement, au cabinet, j'ai surtout des petits pour le langage oral et des un peu plus grands autour de l'acquisition de la lecture des enfants qui vont être dyslexiques, dysorthographiques notamment. D'accord. Et comment ça se passe du coup, les prises en charge? Est-ce que tu peux nous en dire plus, sur, ton quotidien en tant qu'orthophoniste? Bien sûr. Du coup, les prises en charge, en règle générale, elles durent 30 minutes. Il faut savoir qu'on est une profession réglementée et conventionnée. Donc, on a des choses à respecter. Et notamment, voilà, quand c'est une prise en charge pour un petit en langage oral ou des enfants en langage écrit, c'est 30 minutes. C'est un minimum de 30 minutes où on va être là pour accompagner un maximum le patient, travailler sur ses difficultés et l'aider tout simplement à faire en sorte que ce soit plus facile. Donc, c'est adapté à chaque enfant. On n'a pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'on sort pas de l'école en disant il faut faire ça, ça, ça. Ça se fait au fur et à mesure de notre exercice. On évolue aussi en tant que personne. Moi, je sais que mes maternités, chacune de mes naissances, ma naissance de mes enfants, m'ont fait prendre conscience de plein de choses importantes et ont considérablement en fait modifié ma vision d'aborder les prises en charge. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on est libre d'évoluer comme on veut. On a un cadre qui est conventionné, mais en termes de prise en charge, on peut vraiment trouver de tout chez chaque orthophoniste, hein, parce qu'on est simplement toutes différentes et qu'encore une fois, il n'y a pas de méthode particulière pour accompagner les enfants. D'accord. Est-ce que toi, du coup, tu as continué à te former, à suivre peut-être des choses, complémentaires, vis-à-vis de ta formation de base? Bien sûr, oui, bien sûr, on est enfin, obligé. Je sais pas si on est obligé, en tout cas, pour, se maintenir à jour des nouvelles recherches, des nouvelles choses qui se passent parce que c'est vrai que ça évolue très, très vite. C'est hyper important d'être à jour, donc ça peut être à jour par des formations, par des lectures, tu vois? Par des lectures de mémoire, par des lectures d'études, mais pour rester, cohérente et pour avancer avec, qu'on sait du développement de l'enfant, pour moi, en tout cas, c'est vital de se former pour transmettre simplement les bonnes informations en fait. Et OK, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel genre
d'enfants type tu vois à ton cabinet? Est-ce que c'est des enfants qui ont forcément des pathologies? Est-ce que ça peut être des enfants qui sont qui n'ont rien forcément, pas forcément quelque chose, des problématiques? Alors moi, il y a pas forcément d'enfants, avec des pathologies ou des maladies de type, hein. Déjà parce que tous les enfants sont différents et que voilà, il y a pas forcément de maladies de type, il y a plein, plein de maladies. Mais moi non, en règle générale, je suis vraiment sur des enfants justement sans pathologie particulière, mais qui présentent un trouble durable autour du langage, notamment oral, hein. Moi, c'est vraiment des prises en charge que j'aime beaucoup parce que, j'axe énormément sur l'accompagnement auprès des parents. C'est important pour moi que les parents soient pleinement acteurs et c'est aussi pour ça que j'ai développé une activité totalement parallèle à mon métier d'orthophoniste. C'est voilà vraiment des accompagnements parentaux. Donc on n'est plus dans de l'orthophonie classique, on est dans le fait de rendre les parents acteurs en leur transmettant vraiment toutes les informations. Parce que du coup, en prise en charge, tu vois, 30 minutes, c'est hyper rapide. Et si on veut agir auprès de l'enfant, bah forcément, on peut pas passer forcément 30 minutes à parler qu'avec le parent parce que d'une, l'enfant s'en lasse parce que lui, il vient pour faire des choses avec nous. Et du coup, voilà, on est plus limité, j'ai envie de dire, en termes d'accompagnement. En tout cas, moi, c'est ma pratique à moi, mais je trouve qu'on est beaucoup plus limité en termes d'accompagnement parental. Je le fais aussi, mais clairement, j'ai pas les mêmes discussions qu'avec les mamans que je vais accompagner durant 3 mois, où vraiment, tu vois, on est dans une relation où je vais coucouner les mamans et où vraiment on va prendre chacun des points, des choses qu'elles peuvent rencontrer au quotidien et on va essayer d'agir directement. Donc je dirais que voilà, on est vraiment en tout cas dans cette dynamique d'accompagnement. Moi, mon objectif même au cabinet, c'est de faire en sorte de faciliter le quotidien des enfants parce que pour les plus petits comme pour les plus grands, hein, qui vont être dyslexiques, dysorthographiques, le quotidien à l'école peut être très, très compliqué. On fait face à des enfants qui sont parfois en grande souffrance et avec des parents, du coup, forcément, qui vont être en grande souffrance parce que personne n'a envie de voir souffrir son enfant et les conditions actuelles de l'école fait que ces enfants-là, sont en grande difficulté et on leur donne pas toujours les ressources pour s'épanouir. Ouais, ouais, je comprends. Et justement pour situer un peu les parents, à partir de quel âge tu dirais qu'il y a un souci au niveau de l'enfant, quand, à partir de quel âge il devrait parler en quelque sorte? C'est toujours compliqué pour moi, tu vois? C'est la question que tout le monde me pose, mais je trouve que c'est toujours hyper compliqué de répondre vraiment parce qu'en fait, on est vraiment dans une dynamique globale. Donc c'est-à-dire que bien sûr, un enfant de 1 an qui ne va pas parler, bon, bah, c'est OK pour tout le monde, c'est pas grave. 1 an, 12 mois, c'est l'âge du premier mot, des premiers mots, donc tout va bien. Mais tu vois, une fois qu'on arrive vers les 2 ans, je trouve que ça se corse parce qu'effectivement, à 2 ans, on dit toujours en règle générale que dans la moyenne, c'est l'âge où les enfants, tu sais, ils font des combinaisons de 2 mots. Mmh. Maman, gâteau. On dit qu'à 18 mois, on a l'explosion lexicale un petit peu avant du coup cette combinaison de 2 mots et que donc à 18 mois, il faudrait y avoir 50. C'est une moyenne et souvent une moyenne qui affole. C'est-à-dire que, oh là là, mon enfant il a 18 mois, il dit 20 mots à peine, ça va pas du tout. Ou mon enfant il a 18 mois, il dit pas de mots, c'est la catastrophe. Et c'est toujours compliqué parce que du coup, tu sais, ça engendre aussi des inquiétudes. Et c'est là aussi, j'ai envie de revenir, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique globale. Donc, tu vois, on va pas s'inquiéter de la même façon, par exemple, pour un enfant qui va avoir 10 mots et par exemple, qui va toujours être dans la communication. Par exemple, moi, j'ai des mamans, des fois, par contre, qui me disent, mon enfant, il a 2 ans, par contre, il pointe pas, il comprend pas. Là, c'est des signes d'alerte, tu vois. Par contre, Ouais. 18 mois, un enfant qui va pas du tout parler, mais qui va pas comprendre ce qu'on lui dit. Tu vois, si on lui dit, par exemple, je sais pas moi, mets tes chaussures, vraiment des consignes toutes simples, si ils sont pas en mesure de les comprendre, là, tout de suite, il faut consulter, il faut pas attendre. Pareil, des enfants qui ne vont pas pointer, tu vois, à 18 mois, un enfant qui ne pointe pas, non, on n'est pas dans l'ordre de la normalité. Par contre, D'accord. après, la normalité, elle est vraiment hyper large. C'est-à-dire que souvent, les enfants, tu sais, on va voir à 3-4 ans environ où ils en sont réellement. C'est-à-dire qu'avant, c'est compliqué. C'est compliqué de dire oui, non, il va y avoir un trouble. On ne peut pas le savoir, en fait. Il y a 15% des enfants qui parlent de façon tardive. Et tu vois, sur ces 15% d'enfants, tous ne vont pas avoir un trouble. Et encore heureux, parce que Ouais. 15%, ça représenterait beaucoup. Mais du coup, tu vois, sur ces 15%, il y a en gros 75% des enfants pour qui ça va se normaliser à 3-4 ans. D'accord. Donc l'idée, et moi c'est ce que je dis toujours, c'est d'agir quand même en amont
en se disant qu'effectivement, en tout cas, il faut pas ne rien faire. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans qui ne parle pas, qui ne dit pas de mots, non, on n'est pas dans l'ordre du normal. Ça veut dire que c'est un enfant qui nous montre qu'il a besoin de plus. Ça veut pas dire qu'il a un trouble. Et ça veut juste dire qu'à un instant T, là, maintenant, pour qu'il arrive à produire, il va avoir besoin d'aide, c'est certain. Comment on pourrait l'aider? Si on parle d'un enfant, voilà, qui avant 3 ans, comment et qu'il a toujours pas dit des mots, etc. Comment est-ce qu'on peut l'aider à sauter, enfin, à apprendre au final? L'idée, c'est vraiment, et en fait, on l'oublie toujours, enfin souvent en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, on est dans une démarche où on dit, alors, il faut parler à l'enfant, ça y est, c'est acquis. Tu vois, de plus en plus, en tout cas, ok, il faut parler à l'enfant, il faut lui apporter des phrases, il faut s'adresser à lui. C'est des choses qui viennent de plus en plus, tu vois, avec tous l'essor, notamment de la pédagogie Montessori ces 5 dernières années à peu près. On voit vraiment cette vague où les gens ont conscience, petit à petit, et puis ça dépend de l'échelle de chacun, mais en tout cas, ont conscience que parler à un enfant, vraiment, c'est important. Mais ce qu'on oublie souvent, tu vois, c'est que pour justement avoir une production de mots, il faut se mettre au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que un enfant à qui tu vas parler, tu vas lui dire je vais faire un gâteau, puis on sortira dehors. Bon, écoute, c'est très très bien. Tu lui as parlé, tu lui as dit ce que tu allais faire, et c'est super. C'est ce qui fait souvent d'ailleurs que les enfants ont des très bonnes capacités de compréhension. Parce que du coup, effectivement, c'est ancré, on va leur lire des histoires, on va faire plein de choses, on va faire en sorte que la compréhension soit mise en place. Mais du coup, on est bien d'accord que répéter une phrase si longue, bah, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il va être en mesure de la comprendre, mais c'est impossible. C'est comme si moi, demain, j'ai quelqu'un qui me parle anglais. Alors, je parle pas du tout anglais, je suis vraiment une quiche en anglais. J'ai quelqu'un qui vient et qui me dit en anglais, je vais pas le dire en anglais parce que je suis nulle, mais voilà, la même chose. Est-ce que tu veux du gâteau, de la poire, enfin, tu vois, mange et ensuite on sortira. Il va me dire ça en anglais, moi je vais être incapable de redire quelques mots que ce soit, parce qu'en fait, j'aurais absolument rien compris. Et ben c'est la même chose pour l'enfant en fait. Quand on le noie dans cette masse d'informations, ben il va comprendre, mais potentiellement il va pas être en mesure de produire. Donc en fait, le vrai conseil, c'est de revenir à la production de mots. C'est-à-dire que oui, c'est bien de faire des jolies phrases, c'est bien d'apporter le vocabulaire à l'enfant, mais pour qu'il puisse le produire, bah, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir aux mots. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, que tu vas déshabiller, oh, ton ventre, regarde, c'est mon ventre, c'est ton ventre. Ah, je te touche le nez, c'est le nez. Donc, tu vois, vraiment dans cette idée d'être à l'essentiel. Il faut vraiment revenir à l'essentiel et se dire, pour que l'enfant il produise les mots, bah, faut qu'on lui donne l'opportunité d'entendre juste les mots. Alors bien sûr, tu vas pas juste dire né par exemple. Hein. Né, ça veut rien dire sans contexte. Mais le fait d'axer un petit peu, tu vois, de mettre un petit, moi j'aime bien me dire mettre le focus sur certains mots, ça va permettre à l'enfant de le comprendre. Donc ça c'est la première étape. Mais si tu lui répètes plein de fois, il va pouvoir le produire. Parce que si tous les jours, quand tu fais le bain avec ton enfant, par exemple, tu lui enlèves le t-shirt, tu lui enlèves le pantalon, tu lui enlèves les chaussettes, tu lui mets de l'eau sur la tête, tu lui laves le bras. Enfin, tu vois, tout ce que tu peux apporter, en fait, à ton enfant dans ces moments-là. Et comme c'est des situations qui reviennent souvent, eh ben, c'est plus facile pour l'enfant de s'en saisir. Mais, encore une fois, il faut enlever les phrases à rallonge dans ces moments-là. Quand on est vraiment face à des enfants qui sont en incapacité de produire des mots ou qui en produisent très peu, pour qu'ils arrivent à en produire, il faut revenir à l'essentiel, il faut se mettre exactement à leur niveau. D'accord. Est-ce que il y a d'autres techniques, je sais pas, des exercices de production de son avec la bouche, A, E, I, des choses que tu verrais pour enfin pour que l'enfant se dise on peut tourner la langue, on peut produire des sons différents. Est-ce que ça a une importance ou pas du tout? Alors, pas avec les tout petits. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va pouvoir aborder, tu vois, avec les plus grands qui, par exemple, vont avoir des difficultés avec certains sons. Tu vois, des enfants qui vont avoir du mal, par exemple, à vous dire le ch, parce que c'est un son qui est difficile. Là, on va pouvoir leur montrer vraiment. Avec le tout petit, ça va pas avoir d'impact parce qu'en fait, le tout petit, c'est un être d'action, tu vois, c'est un être qui a envie de communiquer. Il est dans la communication et il n'est pas dans l'analyse de ce qu'il est en train de faire. Mmh. Donc du coup, pour un tout petit, ça va pas avoir d'impact. C'est-à-dire que ça va pas être négatif. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que tu vas faire ça que ton enfant il va pas parler.
Mais par contre, ça va pas être porteur, en tout cas pour lui, parce que il n'est pas en mesure, l'enfant, avant 2 ans, hein, clairement, de conscientiser tout ça. Tu vois? Alors oui, bien sûr, il va s'appuyer sur ce qu'on dit, il va observer beaucoup notre bouche, parce que ça va l'aider, mais il va pas être en mesure de se dire attends, là, pour faire ah, maman, elle met sa bouche comme ça, elle met sa langue comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus instinctif, en tout cas les premières années, enfin, voilà, les premières années de construction du langage. D'accord. Alors justement, j'avais une question d'une copine qui s'inquiétait pour sa petite Liv qui a 4 ans. Et en fait, elle a un zozotement quand elle dit le son ch. Donc elle dit, on a l'impression qu'elle ne place pas bien sa langue. Est-ce que enfin voilà, elle a 4 ans. Est-ce que tu as un conseil, quelque chose à lui dire? Alors, j'ai déjà envie de dire que l'enfant, il a 6 ans pour construire l'ensemble de son système phonologique. C'est-à-dire que notamment le ch, c'est un son qui peut s'acquérir de façon assez naturelle jusqu'à 7 ans. 7 ans, c'est Mmh. énorme en fait. Ouais, C'est juste que la pression de la société fait que les maîtresses vont alerter parce que c'est une catastrophe. Mais en fait, tout va bien. Donc déjà, j'ai envie de dire que tu vois, c'est pas parce que l'enfant, il ne va pas dire juste le ch que déjà c'est grave ou en tout cas que ça nécessite tout de suite une consultation, c'est pas le cas. Il faut savoir qu'à 4 ans, donc là tu vois, l'autre c'est ce qu'elle a, 4 ans, on dit qu'il faut que l'enfant soit 100% du temps compris par des gens qui ne le connaissent pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des moments où le mot est pas parfaitement dit. Ça veut juste dire que la globalité du message est compris à 100% par les gens. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois, notamment quand il manque le ch. Ça va poser quelques difficultés dans certaines situations, mais c'est vraiment très, très restreint. d'accord. Pour le ch, moi, le conseil que je donne souvent, alors c'est souvent plus visuel que parlé, mais on va essayer de faire en sorte que les mamans comprennent. On va se servir de ce qu'on appelle le geste Borel-Maisoni. La méthode Borel-Maisoni, en quelques mots, c'est juste une méthode visuelle, gestuelle, qui a pour but d'aider l'enfant dans sa compréhension des sons notamment. Donc pour le ch, ça va permettre en fait de bien placer la bouche. Donc pour faire le ch et pour aider l'enfant, on voit bien que quand on dit ch, on a un avancement en fait des lèvres. Donc c'est cet avancement qu'on va essayer de reproduire. Du coup, on va prendre notre main et on va prendre notre pouce. On va prendre l'index et en fait on va poser le pouce sur une joue, l'index sur l'autre et on va venir effectuer une petite pression du coup. Et en Ouais. fait, avec cette petite pression, naturellement, la bouche se place bien en fait. C'est vraiment une des techniques qui marche super bien. Je suis en Bah ouais, train vas-y, d'essayer en teste. même Ouais, non, mais ça va être l'idée, hein. C'est que tout le monde teste, mais vraiment, ça aide parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas en mesure, tu vois, si on lui dit avance ta bouche, mets tes lèvres en avant, enfin, c'est hyper compliqué pour l'enfant en fait de saisir. Mais par contre, avec ce mouvement-là, en appuyant vraiment, les lèvres, elles sont obligées de se mettre à la bonne place. Alors, ça ne veut pas dire que le son va forcément être bien dit tout de suite, parce que comme tout, il faut un apprentissage, mais ça veut dire que progressivement, en tout cas, l'enfant va pouvoir se saisir de cette aide et va pouvoir réussir à produire le son. J'ai envie juste de donner un conseil fondamental pour revenir sur ces mots qui peuvent être mal dits parce que l'enfant ne maîtrise pas les sons. C'est juste surtout de ne pas faire répéter l'enfant. ouais, Pourquoi? Tu vois, l'enfant, s'il n'est pas en mesure de le dire, en fait, c'est pas parce que tu vas le faire répéter qu'il va y arriver. Et surtout, les études sont claires, hein, les dernières études le montrent. En faisant répéter un enfant de façon plus ou moins dirigée, d'accord? On ne parle pas là d'un enfant qui va vouloir répéter. Un enfant qui veut répéter tout seul, c'est OK. On va être là dans les parents qui vont dire allez, répète après moi. Chocolat. Et ben, en fait, on sait que bah, c'est pas du tout aidant. Et au contraire, il va falloir plus de répétition à l'enfant pour arriver à acquérir ce mot. Donc vraiment, dans l'idée, tu vois, bannir la répétition, parce qu'en tout cas, elle n'aide pas l'enfant à s'approprier les sons qui peuvent lui manquer, ou en tout cas les transformations qu'il peut effectuer au niveau du langage. d'accord. Par contre, si c'est un enfant, moi, mon fils qui a bientôt 4 ans, il se trompe beaucoup en ce moment dans les participes passés, les verbes, etc. Il va dire j'ai ouvrir la fenêtre ou j'ai ouvert la fenêtre. Donc là, on répète souvent. On lui dit non, c'est pas ouvrir, c'est ouvert. Est-ce que c'est une correction qui est conseillée ou tu nous dirais
de le passer outre. Alors non, je dirais pas de passer outre. Pourquoi? Parce que l'enfant, pour savoir que c'est pas la bonne façon dont il dit, il a besoin de l'entendre. Alors, j'irais, tu vois, je te dirais, pour le coup, de pas lui dire: «Non, on dit pas comme ça», tu vois? Parce qu'à ce moment-là, tu lui dis: «Là, tu as mal fait quelque part». Oui, C'est pas conscient, c'est pas, enfin voilà, l'idée c'est pas de te renvoyer de la culpabilité ou quoi que ce soit du tout, mais tu vois, c'est de te faire prendre conscience que quand on dit ça à un enfant, ben, on pointe un petit peu son erreur, sans vouloir faire un mal, bien sûr. En fait, on a envie de lui transmettre. Et ça, c'est génial. Et donc, il faut garder cette transmission, mais en le faisant autrement. C'est-à-dire que ton loulou, il va te dire, j'ai ouvrir la porte, par exemple. Oh oui, tu as ouvert la porte. Et tu vas pouvoir, tu vois, insister sur la bonne forme pour qu'il l'entende. Mais du coup, en maintenant la communication. C'est-à-dire que quand tu lui dis, non, on dit pas comme ça, mais on dit comme ça, ben en fait, la situation d'interaction, elle s'arrête. C'est-à-dire que ton enfant derrière, potentiellement ton fils, il va pas répéter, il va pas avoir envie, tu vois? ouais. Alors que si, toi tu lui dis: «Ah oui, regarde, oui, tu as ouvert la porte», bah, peut-être qu'il va du coup te dire: «Oui, j'ai ouvert la porte maman», parce qu'en fait, tu maintiens l'interaction et c'est vraiment ça l'idée essentielle dans tous les échanges et dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en termes de langage, c'est de toujours, toujours maintenir l'interaction parce qu'en fait, l'élément principal, pourquoi le langage est là, bah, c'est qu'il nous permet d'être en communication. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver toujours à la maintenir coûte que coûte, mais effectivement, en donnant la bonne forme. L'idée, c'est pas de dire, il a dit j'ai ouvri, bah, on laisse comme ça, c'est pas grave. Alors oui, c'est pas grave parce qu'il est en train de se construire, mais si tu lui dis, si tu le laisses toujours dire ça sans lui dire que bah non, ça se dit autrement, bah, l'enfant, pour lui, c'est OK en fait. Oui. Si personne lui donne la bonne forme, il va se dire, bah on dit j'ai ouvri. Tout le monde dit, tu vois, j'ai ouvri, tout le monde continue ou tout le monde me dit autre chose, bah, je sais pas que ça se dit pas comme ça. Alors que si je dis j'ai ouvri et que maman ou papa derrière ou n'importe qui dit ah oui, tu as ouvert, et ben l'enfant petit à petit, il se saisit de cette forme-là, il se sent pas pointé dans ce qu'il est en train de faire, donc ça l'encourage toujours à parler, mais pour autant, petit à petit, il dit ah, attends, pourquoi quand moi je le dis, je dis pas pareil que les autres? Peut-être qu'effectivement, ça se dit pas exactement pareil et ça permet à l'enfant de rebasculer en fait et de dire naturellement la bonne forme. OK. OK, OK, c'est intéressant. Je voulais revenir sur ma fille. Tu sais, je t'avais parlé du fait que à 12 mois, elle avait dans ton magazine, tu disais qu'elle devrait acquérir une dizaine de mots qu'elle n'en avait toujours pas. Elle dit toujours ta ta ta. Là, elle a 14 mois, donc c'est toujours le cas. Elle dit toujours ta ta ta. Elle commence à faire le son m m m. Mais pour autant, voilà, elle comprend très bien. On lui dit va faire bisous, va dire bonne nuit à maman avant de te coucher. Elle comprend. Et du coup, bon, ça nous inquiète pas parce qu'en fait, elle a développé beaucoup plus sa motricité que son langage. On sait aussi que voilà, les deux ne sont pas, on peut pas faire les deux en fait. Euh, mais du coup, on n'a plus de repères en fait. Les repères que tu avais mis, que j'avais trouvé très intéressants dans ton magazine, elle est pas du tout dedans. Et en fait, on s'inquiète pas, mais on sait pas à quel moment il faudra s'inquiéter. On ne sait pas trop comment l'aider. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Alors je dirais que tu vois, l'âge des premiers mots, ça va jusqu'à 15 mois quand même. Enfin, tu vois, donc pour le moment, ça va. L'idée, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de mettre le focus sur les mots. Donc ne pas hésiter, tu vois, à en rajouter. Tu vois, je sais pas, tu prends une voiture et tu dis: «Oh bam! Elle est tombée». Enfin, tu vois, vraiment d'être dans cette dynamique de mots avec ta louloute parce qu'en fait, elle, pour réussir à produire, bah, elle a besoin que toi, tu produises des mots. Donc vraiment, tu vois, mon conseil de base, on revient à ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment de se dire, OK, elle comprend bien, c'est super. Enfin, tu vois, c'est hyper rassurant en termes de développement. Elle est Mm. petite, elle a 14 mois, tu as vu enfin, la phrase que tu m'as dite, c'est quand même une phrase complexe. Elle la comprend. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place l'aide en termes de compréhension. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que tu vois, elle part avec un super bagage. Mais l'idée, du coup, c'est de dire, OK, maintenant elle comprend, on va axer au niveau de la production. Alors, ça ne veut pas dire que à chaque instant de la journée, il faut que tu lui dises que des mots. Mais ça veut dire que tu peux choisir des moments clés. Voilà, par exemple, tu vois, le moment du bain ou le moment où tu cuisines. Ça dépend de ce que tu fais avec elle et les moments que vous aimez ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui n'aime absolument pas le bain et qui est en pleine angoisse au moment où tu fais le bain,
en fait, tu vas être dans une dynamique où tu vas juste avoir pour objectif de le rassurer. Tu vas pas être dans une dynamique langagière. Donc vraiment, tu vois, ça veut dire des moments que vous aimez ensemble, des choses qu'elle aime faire. Moi, je sais pas si elle aime, par exemple, construire une tour. Et ben voilà, allez, encore, hop, on met le chien dans la maison, hop. Enfin, vraiment, tu vois, dans cette idée de profiter de chaque occasion pour lui apporter du langage, des occasions que vous aimez. Parce qu'encore une fois, pour que ça, et ça on l'oublie souvent aussi, mais tu vois, pour que le langage arrive, il faut aussi que l'enfant il y prenne du plaisir, mais que ce soit un plaisir partagé. Tu vois, un parent qui va faire exprès, enfin exprès, en tout cas, qui va vouloir absolument faire quelque chose avec son enfant, mais qu'il n'a pas envie de faire, par exemple, et qui va profiter de ces moments-là pour essayer de lui apporter du langage, bah, potentiellement, comme il sera pas vraiment bien et serein, tu vois, que ce sera plus un truc un peu plus dirigé en mode je le fais parce qu'il faut le faire, bah, ça aura pas le même impact que si vraiment il y a du plaisir et que vous vous connectez ensemble. Enfin, vraiment, cette idée de connexion avec son enfant, c'est hyper important. Et donc, ta louloute, voilà, profiter des moments où tu sens qu'elle, elle est disponible, où toi, tu es aussi disponible pour revenir à l'essentiel, te dire, bah là, ok, pendant 3-4 minutes, j'essaye, parce que c'est pas non plus naturel, c'est pas inné, hein, tu vois, mais j'essaye d'axer sur la production de mots pour faire en sorte que ça vienne petit à petit. Et toi, mais même pendant le repas, je dis une bêtise, mais voilà, elle mange une banane. Oh, c'est la banane! Et puis tu vois, tu peux en rajouter. Tu vois, c'est vraiment aussi d'en rajouter un peu plus pour attirer l'attention de l'enfant et qu'il essaye aussi de le reproduire, tu vois. Alors forcément, l'enfant, il va pas dire banane du premier coup. Enfin, il y en a, mais il y en a quand même très peu, hein, qui disent les mots tout de suite. Il va peut-être, enfin, tu vois, elle va peut-être te dire bah, mais en même temps, si chaque fois que tu lui montres la banane, elle te dit bah, ça veut bien dire que, en fait, Alors, mais en fait, ce qui est déconcertant avec elle, c'est qu'on a beau lui dire maman, papa, elle va dire tata, mais on a l'impression que c'est un jeu. Elle va sourire et elle va dire tata. Tu vois, on a l'impression que du coup, c'est ce qu'elle répète, mais en fait, elle dit pas le bon mot. Et elle s'exprime que comme ça, et elle va dire tata, 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 et en fait, nous, on comprend ce qu'elle veut dire, donc du coup, bah, on va lui donner, par exemple, à la table, tata, je veux ma gourde, en fait. Nous, on comprend, on finit par comprendre, et on lui donne. Et je sais pas si on fait bien, en fait. bah si, parce qu'en fait, quelque part, ta louloute, pour le moment, c'est son seul moyen de communiquer avec vous, tu vois. En fait, quand tu vois, tu le décris très bien d'ailleurs, tu me dis, on la regarde, on dit maman, et elle me dit tata. Mais en fait, c'est parce que potentiellement, c'est le seul mot qui peut venir. En fait, elle te montre qu'elle a compris ce que tu voulais, qu'elle n'est pas forcément en mesure de le faire, mais qu'elle a envie de communiquer. Et donc, c'est génial. Donc, toi, ton rôle à toi dans ces moments-là où, par exemple, elle te montre la gourde et que tu finis par comprendre, c'est de verbaliser à sa place. De dire, ah oui, tu voulais la gourde. Et tu prends la gourde, tu dis, ah, c'est la gourde. Tu veux boire dans ta gourde. Et t'en rajoutes, tu vois. T'en rajoutes pour que, en fait, en peu de temps, elle entende plusieurs fois le mot, que ce soit acquis et que potentiellement, la fois d'après, peut-être, elle a envie de le dire. Ok, super. Je voulais juste revenir sur ton métier d'orthophoniste avant de passer à tes autres activités. Est-ce que tu travailles aussi sur la déglutition? Parce que je sais qu'il y a certains enfants qui peuvent avoir du mal là-dessus. Notamment, j'avais interviewé lors de mes premiers épisodes une maman dont le fils avait une dysoralité, un trouble de l'oralité sensorielle. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu travailles aussi là-dessus? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais dessus? Alors concrètement, tu vois, typiquement, ça n'est pas du tout mon domaine. C'est-à-dire que on sort de l'école, on a effectivement des bases hein, théoriques. Après, moi, c'était pas un domaine qui m'attirait, c'est toujours pas un domaine qui m'attirait, même si du coup, j'ai fait des formations et tout pour me renseigner. Mais moi, typiquement, tu vois, c'est pas des choses que je prends en charge. Donc, encore une fois, tu vois, on voit ce côté spécialisation sans lettres, c'est-à-dire que si tu fais pas de formation dans le domaine, si tu as pas de passion dans le domaine, bah, concrètement, bah, tu en vois pas et moi typiquement, c'est pas du tout, un domaine dans lequel je me sens compétente et donc bah, voilà, je n'en prends pas et d'ailleurs sur les réseaux et sur tout ce qu'on peut trouver, je ne diffuse pas là-dessus parce que il y a vraiment des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Ok. Du coup, je voulais passer à tes activités que tu fais. Donc, tu nous as parlé de l'accompagnement parental que tu fais et aussi au magazine Parentalité éclairée que tu as mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Bien sûr, alors du coup, le magazine Parentalité éclairée, il est né du coup en mars 2020. Ça me fait bizarre toujours quand je dis ça, parce que je me dis ça fait plus d'1 an et demi maintenant quasiment, enfin ça fait 1 an et 3 mois. Il est né de la volonté d'apporter plus, en fait, à mes abonnés tout simplement et à ma communauté. Parce que, bah, voilà, sur Instagram, on est limité en termes de caractères. Si on fait des stories trop longues, bah, c'est pas forcément vu parce que, bah, les gens sont pressés. Donc c'est vraiment dans l'idée d'apporter, en fait, un contenu complet. C'est-à-dire que chaque numéro traite, d'un domaine en particulier et dans tout le numéro va tourner autour de cette thématique. Donc par exemple, si on reprend le numéro 4 dans l'accompagnement au premier mot que tu as lu du coup pour ta Loute, tout, tout le magazine est construit par rapport à ça. Donc on est vraiment dans une dynamique où mon seul objectif, c'est de transmettre tous les bons réflexes aux parents par rapport à ça. Donc on va trouver de la théorie avec des conseils pratiques, on va trouver des activités et surtout comment les mettre en place et pourquoi les mettre en place parce que voilà, on trouve beaucoup d'activités sur les réseaux et c'est très très bien. Mais c'est vrai que souvent on oublie le pourquoi on le propose et comment on peut faire en sorte d'avoir des vrais objectifs avec les activités. Et du coup, chaque numéro du magazine est conçu comme ça. Ce dossier d'activité, il est fait pour permettre aux parents de se dire, écoute, je rencontre une problématique avec mon enfant, par exemple, il a envie d'apprendre les sons, mais bah, je ne sais pas comment aborder ça. Bam, tu vas dans le numéro 2 du magazine et là, tu as plein d'idées d'activités, des choses faciles, rapides à mettre en place. Mais tu sais, voilà, exactement pourquoi, tu sais quel domaine ça travaille, pourquoi c'est intéressant. Et vraiment, le magazine, il est né comme ça, dans cette volonté globale de me dire, le parent, il rencontre telle ou telle problématique, il peut acheter le magazine, il a des réponses tout de suite. Parce qu'encore une fois, ben, on peut avoir du mal à trouver aussi des orthophonistes, clairement. Et, euh, et les parents, ils ont besoin de réponses tout de suite maintenant. Donc, bien sûr, j'apporte du contenu sur les réseaux parce que c'est important pour moi, mais bah, sur les réseaux, c'est dispatché. C'est-à-dire que un post, bah, c'est un post et il disparaît vite. Alors, il reste sur le feed, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es sur les réseaux, tu consommes le contenu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un contenu qui ne va pas te servir. Une bêtise, par exemple, tu as un post sur l'orthographe, t'en es pas à ce moment-là, tu l'enregistres pas. Clairement, il y a peu de chances que 1 an après ou même 6 mois après, tu te rappelles que j'avais fait un post sur l'orthographe et que tu ailles le consulter. Donc vraiment, les magazines sont là pour ça, tu vois, c'est de se dire, ok, là je rencontre cette problématique-là, bam, j'achète le magazine. Ils sont pensés pour être courts, hein, il faut à peu près 30 pages. L'idée, c'est vraiment de se dire là, bon, bah voilà, tout de suite maintenant, j'ai des outils, je peux mettre en place des choses pratiques et j'ai pas en fait à chercher les informations partout. Donc, ils sont vraiment nés de cette volonté, tu vois, de faire quelque chose de global pour apporter une réponse concrète et des choses tout de suite à appliquer en fait en fonction des problématiques rencontrées. Ouais. Ouais, ça j'avais trouvé vraiment top. C'est que ouais, tu rappelais les théories et il y avait aussi plein d'activités qu'on pouvait faire avec ses enfants et ouais, des petites choses très très simples dans le bain ou pas. Enfin, j'avais vraiment aimé ce côté-là. Et oui, alors comme tu disais, c'est né d'un besoin de vouloir faire découvrir aux parents ou vouloir les aider avant qu'ils puissent trouver un rendez-vous parce que c'est très très ça peut être très très long des fois les rendez-vous chez les orthophonistes. Donc c'est une super manière d'aider les parents. Et tu disais que tu fais aussi de l'accompagnement parental. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Bah, toujours dans cette dynamique d'aider, mais encore plus de façon individualisée, d'aider les parents, tu vois, à être acteurs. Alors clairement, je n'ai que des mamans. Alors les papas, vous êtes les bienvenus aussi, mais voilà. Pour moi, en tout cas, j'accompagne uniquement des mamans. L'idée, c'est on est vraiment sur un programme qui dure 3 mois. Donc pendant 3 mois, je vais bichonner les mamans, tu sais, un petit peu comme si j'étais cette bonne fée qui est là pour répondre aux questions. Alors bien sûr, on est sur des problématiques que je maîtrise, c'est-à-dire que par exemple, voilà, une maman qui va me parler d'un trouble de l'oralité, bah, en fait, clairement, je suis pas la bonne personne. Par contre, une maman qui va avoir envie de stimuler son enfant d'un point de vue langagier parce que le langage a du mal à se mettre en place ou parce que il y a des sons qui sont encore mal articulés, tu vois, un enfant qui va avoir 4 ans et demi mais qu'on ne comprend pas du tout. Ben voilà, l'idée c'est vraiment de transmettre aux parents pour qu'ils puissent mettre en place des choses concrètes. Alors, ça ne se substitue pas à une prise en charge, c'est-à-dire que
s'il y a besoin de prise en charge à un moment donné, il y aura une prise en charge. Mais en attendant, ça permet aux parents, en fait, d'agir tout de suite au cœur du problème et vraiment, tu vois, dans cette volonté de transmettre. Donc en fait, on a des rendez-vous, on a 6 rendez-vous d'1 heure. Alors pour le moment, sur, en tout cas le forfait actuel, l'accompagnement actuel, on a 6 rendez-vous d'1 heure, mais surtout, on a vraiment une disponibilité par mail et par MP, tout le temps, en fait, au quotidien. Et donc vraiment, tu vois, on est dans un accompagnement, qui se veut 100 individualisé, 100 personnalisé. Donc, tu vois, les mamans, souvent, elles arrivent, elles ont, un bagage de thèmes qu'elles veulent aborder et ça évolue en fonction du temps. Donc, tu vois, il y a des mamans qui vont vouloir effectivement aborder le langage, mais aussi aborder les émotions, aborder le rangement, aborder un peu plus tout ce qui est parentalité positive. Enfin, tu vois, comment accompagner son enfant dans cette parentalité-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se veut global, où j'ai vraiment, tu vois, à cœur de leur transmettre encore plus. Des fois, je leur produis du matériel aussi, tu vois, des choses qu'elles peuvent utiliser avec leurs enfants. Je leur montre comment utiliser telle ou telle chose qu'elles peuvent avoir à la maison pour faire en sorte, voilà, de développer le langage ou pour faire en sorte de stimuler la lecture. Ça dépend vraiment sur quel plan on est, hein, mais ils sont vraiment nés, tu vois, de cette volonté d'être la bonne fée qui peut coucouner les mamans parce qu'elles en ont besoin, parce que souvent, quand on fait face à un enfant en difficulté, et ben, c'est aussi beaucoup de culpabilité qui ressort. Tu vois, moi, j'ai des mamans, des fois, en pleurs, qui me disent: «Mais Léa, c'est pas possible, en fait, c'est de ma faute». Et tu vois, quelque part, leur enlever cette culpabilité, ça leur fait du bien aussi parce que moi, je le dis toujours sur les réseaux, mais voilà, je le dis encore plus aux mamans que je connais, mais non, en fait, c'est jamais de la faute, du parent. Alors bien sûr, on parle de parents bienveillants qui accompagnent leurs enfants. Je parle pas de parents qui pourraient être maltraitants, mais en tout cas, dans la majorité des cas, on est sur, des parents qui ont envie d'aider un maximum leurs enfants, qui sont parfois démunis face aux difficultés que l'enfant peut rencontrer et vraiment, en fait, l'accompagnement, il est né parce que j'ai une maman, en pleurs, qui m'a dit: «Mais Léa, je trouve pas d'orthophoniste, il y a personne qui veut m'aider, j'en peux plus, je suis à bout, mon enfant il est à bout aussi, il est en souffrance et en fait il y a personne qui m'aide». Et c'est comme ça que c'est né, tu vois? C'était même pas d'une volonté de moi en fait, c'est juste que, je me suis dit: «Si je peux être cette personne-là pour cette maman et écoute, j'en serais ravie». Et forcément, voilà, maman est hyper contente, il y a plein de choses qui se sont débloquées et surtout aussi, tu vois, elle s'est libérée de cette culpabilité, parce que tu sais aussi, on culpabilise quand on n'a pas les outils. Oui. Tu vois? On se dit: «Bah, c'est forcément de ma faute, je sais pas faire, je sais pas», tout ça et en fait, quand tu montres à la maman que déjà elle faisait plein de choses très bien et moi j'ai toujours à cœur de valoriser les mamans parce que c'est un métier formidable, mais c'est aussi le plus dur des métiers au monde et on fait face à de nombreuses interrogations auxquelles on n'avait même pas songé avant d'être maman et chaque étape fait naître des questionnements différents et tu vois, me dire: «Je leur apporte les outils pour déjà enlever cette culpabilité, mais en plus pouvoir être vraiment actrice du développement de leur enfant en se disant: «Bah, OK, peut-être qu'il lui faut plus de temps, mais moi, je sais que je mets les bonnes choses en place, les bonnes stratégies en place et ça va aller, en fait». Peut-être que ce sera long, on peut pas savoir, personne ne peut le dire, mais tu sais, les rassurer dans ce rôle-là, c'est exactement mon rôle et en fait, je suis hyper, honorée toujours quand j'ai une maman, qui me fait enfin, tu vois, qui m'offre sa confiance parce que en fait, c'est beau. Enfin, tu vois, je suis hyper reconnaissante, de pouvoir aider ces mamans, en fait, tout simplement. Ça, c'est super. J'aurais aimé te rencontrer en septembre dernier, quand mon fils a eu des difficultés à l'école, parce que, comme tu dis, j'ai traversé tout ça. J'ai culpabilité, c'était de ma faute, il y a quelque chose que je mal fait. C'était très dur. Je Bah, suis pas encore j'imagine. totalement sortie. Mmh. D'ailleurs, j'ai une petite problématique avant de passer à la suite qui m'est venue comme ça. Comment est-ce que tu aurais des idées pour aider un enfant de 4 ans à peu près à s'exprimer sur ce qu'il a fait la journée, sur ce qu'il a fait de bien ou ce qu'il a fait de pas bien, s'il a été puni, pourquoi il a été puni. Voilà, comment est-ce que tu aurais des astuces? C'est toujours compliqué, tu sais, parce qu'il y a des enfants qui vont parler énormément et puis il y en a d'autres, effectivement, quand tu vas leur dire, «Tu passé une bonne journée?» ils vont juste répondre: «Oui», «Non» et on va pas savoir et j'ai envie de dire que en dehors d'attacher de l'importance
à ce moment de restitution, tu sais, un peu qui rassure les parents après l'école, c'est de l'habituer en fait à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'il peut ressentir, mais du coup le faire déjà dans un premier temps chez vous. C'est-à-dire que tu vois, souvent, des fois, pas souvent, j'en sais rien, ça dépend des familles, mais tu sais, on va être dans des familles où on va pas forcément exprimer ce qu'on a ressenti, par exemple, dans la journée. Tu vois, on va passer un week-end en famille ou une super journée dehors ou quoi. Bah, en fait, on va pas verbaliser à ce sujet parce qu'en fait, tout le monde a passé une bonne journée et que bah, c'est génial. Mais clairement, c'est génial, tu vois. Mais en fait, moi, je trouve que vraiment, ces situations, justement, elles sont géniales parce que, bah oui, alors, tu as passé une bonne journée. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée? Qu'est-ce que peut-être tu as moins aimé? Moi, j'ai adoré le moment où on a partagé une compote ensemble, par exemple, mais j'ai moins aimé quand les moustiques m'ont piqué. Tu vois, par exemple, en fait, l'idée, c'est de se dire, avant de demander ça à l'enfant à sa sortie d'école, c'est en fait que ce soit présent au quotidien déjà. Moi, j'aime beaucoup, on a un rituel avec mon grand garçon depuis quelques années, c'est que souvent on se couche en disant au moins une chose qu'on a aimé faire aujourd'hui, tu vois? La chose qui fait qu'on se couche et qu'on est bien parce que c'est la chose qu'on a aimée et on s'est senti tellement bien à ce moment-là. Et tu sais, si tu le testes, tu verras, mais en fait, c'est un vrai exercice pour nous adultes aussi. Parce que souvent, tu vois, en fait, on va se souvenir facilement des contrariétés. Et nous, adultes, par contre, on va le dire très bien. Genre, oh là là, il m'a fait une tempête de dingue parce qu'il était en colère après l'école et oh là là, bah, c'était horrible. Je savais plus comment l'accompagner, c'était difficile. Donc ça, on va y arriver. Mais par contre, dire, oh waouh, aujourd'hui, on a pris le temps sur la route, on a fait un goûter, on s'est posé, on a regardé les oiseaux. Bah, en fait, c'est des choses qui sont pas naturelles. Enfin, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est des choses qu'on fait moins. On fait moins parce qu'adultes, on se concentre, pas qu'on se concentre sur le négatif, mais c'est que se concentrer sur le positif, ça oblige à déconstruire nos représentations. Ouais, non, mais complètement. D'ailleurs, je suis en plein travail dessus, moi qui exactement comme ça, où j'appuie toujours le négatif. Je fais un véritable travail aujourd'hui à vraiment me concentrer sur un aspect positif et un aspect où j'exprime ma gratitude parce que ça aussi on fait pas assez, enfin je ne le fais Mmh. pas assez. Et ça change beaucoup. Déjà, je vois les effets sur mon mari, sur mes enfants, donc ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, tu vois? C'est vraiment se repositionner et du coup, naturellement, si vous prenez l'habitude de communiquer sur tout ça, naturellement, tu vas pouvoir lui dire: «Bah, qu'est-ce que tu as aimé faire à l'école aujourd'hui? Dans quel moment tu as pris du plaisir?» Tu vois? Plutôt que juste, «Qu'est-ce que tu as fait à l'école?» Déjà, c'est hyper abstrait. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Enfin, toi, l'enfant, il a vécu 1 milliard de choses, il est passé potentiellement par toutes les émotions dans sa journée. Et il peut pas résumer en juste qu'est-ce que tu as fait, c'est hyper abstrait pour lui. Donc tu vois, c'est pareil, lui dire est-ce qu'aujourd'hui peut-être tu as colorié ou tu as fait de la peinture? Bah, peut-être qu'il va dire ah bah non, on a découpé. Parce qu'en fait, ça va lui évoquer quelque chose. C'est toujours, tu vois, cette idée que les questions ouvertes, c'est bien et en même temps pour les enfants, c'est trop imprécis. Et du coup, ils ont fait tellement de choses dans leur journée qui peuvent pas le ressortir comme ça. C'est vrai que nous, adultes, on va pouvoir dire, «J'ai débarrassé la vaisselle, j'ai fait une machine, je suis sortie, je suis allée chercher les enfants, j'ai fait la cuisine». Enfin, pour nous, c'est acquis, mais en fait, pour les enfants, tu sais, la notion de temps, elle se construit. Enfin, tu vois, à 4 ans, elle est encore en cours de construction et du coup, lui, bah, en fait, il sait plus vraiment. Par contre, si tu lui dis effectivement: «Bah, est-ce que tu as joué avec tes copains?» «Ah oui maman, on a joué au ballon pendant la récréation, c'était super!» Enfin, tu vois, c'est vraiment dans cette idée d'encourager, le langage, mais surtout, en fait, qu'ils voient que vraiment tu t'y intéresses. C'est bête, mais en fait, tu sais, j'ai envie de dire alors, c'est pas quand on dit: «Qu'as-tu fait de ta journée?» on s'y intéresse pas, mais on est plus dans de l'ordre de l'habitude. C'est-à-dire qu'on va demander ça par habitude. C'est comme quand ton mari il rentre de ta journée. Bon, nous, on connaît pas parce qu'il rentre rarement de sa journée puisqu'il est photographe, donc c'est un peu, on n'est pas dans cette routine-là, mais tu sais, dans les familles comme ça où effectivement le papa rentre à 17h, c'est oh ça a été ta journée, oui oui ça a été, mais en fait ça s'arrête là. Bah, c'est un peu la même chose pour les enfants, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Bah, en fait, l'enfant, il voit pas d'intérêt. Par contre, si effectivement tu lui dis: «Est-ce que vous avez regardé des livres? Est-ce que vous avez chanté des chansons?» bah, ça va être plus facile pour lui, de communiquer sur tout ça. Nous, on a un petit rituel chez nous, c'est au moment de se mettre à table au dîner, on raconte tous notre journée. Et bah, très souvent, quand ça, on arrive à mon fils,
je veux pas. Non, j'ai rien fait. Mais des fois, il raconte quand même. Donc, enfin, voilà. C'est assez dur de le pousser à raconter quelque chose. Mais quand même, des fois, il le fait, quoi. Bah, après, c'est un super rituel, tu sais, c'est aussi peut-être juste simplement qu'il est pas encore assez à l'aise. Tu sais, tous les enfants se développent différemment et c'est compliqué, en fait. On se rend pas compte, nous, adultes, parce qu'en fait, c'est inné, enfin, c'est inné. C'est-à-dire que c'est acquis. C'est acquis, on réfléchit plus comment on parle, nos idées se construisent facilement, on suit le fil de nos pensées facilement. L'enfant, ça lui demande un effort, mais hyper intense, en fait, parce Ouais, qu'il faut comment il dit les mots, comment, il va les placer dans la phrase, mais aussi à ce qu'il a envie de transmettre et en fait, tu vois, on fait face du coup à des situations où, bah, il y a trop d'éléments compliqués et c'est pour ça que cette idée, tu vois, de lui dire: «Ah bah, attends, est-ce que tu as colorié? Est-ce que tu as fait de la peinture? Est-ce que tu as joué avec tes copains?» Bah, peut-être qu'il va se rappeler d'un élément et ça va être plus facile. En fait, ça va être, tu sais, un peu un élément déclencheur. Ça va lui permettre, du coup, de se dire: «Ah oui, j'ai fait ça, j'ai envie de raconter ça». Parce qu'en fait, peut-être qu'il avait oublié tout simplement. Parce que, encore une fois, tu vois, l'enfant, il vit plein de choses dans sa journée et que se rappeler d'un élément en particulier, bah, c'est pas toujours évident, mais s'en rappeler et en plus le raconter à quelqu'un d'autre pour le transmettre, bah, c'est encore une étape au-dessus, c'est encore plus difficile. Donc j'ai envie de dire surtout continuer ce rituel, il est génial, clairement, c'est super de prendre ce temps-là et essaye peut-être, voilà, de l'accompagner un petit peu différemment. S'il a pas envie, c'est OK. Enfin, tu vois, il est pas obligé d'avoir envie, mais peut-être que, voilà, en lui proposant des choses, en essayant de l'aiguiller un petit peu dans ce qu'il va pouvoir te dire, bah, peut-être qu'il va y arriver plus facilement. Bah, peut-être qu'il va se sentir plus facilement en confiance parce qu'il, voilà, ce que tu lui auras dit sera évoqué exactement un souvenir précis et que ce sera plus facile pour lui de le formuler et de vous le transmettre. mmh. Il est aussi dans la difficulté de se rappeler de ce qu'il a fait aujourd'hui et hier. Parce Ouais. que, ou même la semaine dernière, etc. Parce qu'effectivement, le temps, il y a des jours, il va dire, ah, ce matin, je suis allé à la mer, alors qu'en fait, c'était il y a une semaine. C'est assez très difficile. À quel âge d'ailleurs ils arrivent à clarifier un peu cette notion du temps? Alors ça dépend vraiment des enfants, hein, mais tu vois, on dit souvent que vers, 5-6 ans, ça commence à arriver. Alors il y a des enfants pour qui c'est plus long, des enfants qui vont être à l'aise avant, mais tu vois, cette notion de aujourd'hui, demain, hier, le matin, le soir, le midi, enfin, c'est vraiment, compliqué et ça demande beaucoup de temps pour se construire. Donc c'est normal, en fait, tu vois? C'est normal que ton loulou, ce soit Oui. encore difficile. Après, tu sais, il y a aussi tous les supports que moi j'aime beaucoup, c'est tous les supports de poutre du temps. Ça permet, tu vois, de visualiser on est quel jour et tu sais, d'avancer chaque jour et ça permet effectivement d'aborder ces notions de hier, demain, on fera ça. Donc mais c'est normal, enfin clairement à 4 ans, c'est totalement normal que ce soit compliqué pour lui. Donc effectivement, tu vois, c'est encore pour ça, tu vois, une fois, restituer ce que tu as vécu dans la journée quand ta journée, elle t'a paru faire une semaine et que tu es passé par toutes les émotions et que tu as eu l'impression de faire 1 milliard de choses, bah, c'est hyper compliqué, en fait. Mmh. Ouais, c'est vrai. Dit comme ça, quand il dit la journée, elle est passée sur une semaine, c'est vrai que je me rends compte là, en fait, dans sa tête, oui, ça se trouve, c'est ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Euh, qu'est-ce que je Beaucoup trop de choisis? choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on va terminer sur l'aspect, qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui ton métier dans ta maternité, ta parentalité à toi? Assez difficile comme question parce que tu as toujours été orthophoniste avant même d'avoir tes enfants, j'imagine. Donc, est-ce que tu saurais répondre à cette question et nous dire comment tu vis aujourd'hui ta parentalité? Clairement, ça m'a aidé, bien sûr, ça m'a aidé, en tout cas en termes de développement langagier, en termes de développement de la lecture. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, mais tu vois, il y a plein de choses que j'ai découvert sur la motricité, par exemple, que je ne connaissais pas, puisque du coup, c'est pas mon domaine. Par contre, effectivement, le langage, tout ce qui est lecture, toutes ces acquisitions-là, je baignais dedans. Donc c'est vrai que mon métier d'orthophoniste m'a permis, bah, d'être sereine face à ce développement, langagier, face à ce développement ensuite, de la lecture parce que, bah, c'était des choses que je faisais au quotidien. Tu vois, j'accompagnais au quotidien des familles, voilà et des enfants, pour des difficultés autour du langage oral, autour du langage écrit. Donc vraiment, mon métier m'a apporté, hem
une certaine, je sais pas, expertise, ou en tout cas, je savais que j'adoptais les bonnes stratégies avec mes loulous pour leur permettre d'avoir un développement serein. Mais tu vois, j'aurais tendance à dire que ce qui m'a apporté le plus, en vrai, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ma maternité, elle a complètement et profondément transformé ma façon d'exercer mon métier. Pour moi, c'est le plus marquant. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, avant d'avoir mon loulou, les parents n'étaient pas forcément avec moi en séance. Je n'étais pas forcément très à l'aise dans l'idée de transmettre. Et mon loulou est né, et je me suis dit, non, mais en fait, il faut transmettre aux parents, tu vois. Il faut que je les inclue davantage, ils ont besoin de savoir. Ils- Et vraiment, tu vois, même dans l'accompagnement de l'enfant, c'est-à-dire que, l'accompagnement aux émotions aussi. C'est-à-dire qu'avant, un enfant, moi, qui se mettait en colère ou autre, alors, j'ai jamais été dans une dynamique où je criais ou quoi, parce que je suis d'un tempérament très, très calme. Mais tu vois, dans l'accompagnement, c'est-à-dire que maintenant, même avec la naissance de ma louloute, du coup, j'ai des patients qui sont venus, qui avaient des comportements potentiellement violents, qui ont eu des mots très, très forts à mon égard. Et ben, en fait, j'ai réussi à comprendre que c'était pas contre moi. Ça, c'est vraiment, tu vois, mes enfants qui me l'ont emmené. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un petit loup, notamment, un jour, qui m'a dit: «Ferme ta». C'est la première séance, hein. Oula. Je me suis dit: mais mince, en fait». Mais tu vois, avant d'avoir été parent, d'avoir été maman, du coup, je me serais dit: «Oh là là, mais c'est quoi ce petit? Qu'est-ce qu'a fait la maman?» Enfin, tu vois, typiquement, j'aurais été dans le jugement des parents et pas du tout dans l'accompagnement des émotions de l'enfant. Et du coup, tu vois, vraiment, la maternité, c'est là qu'elle m'a profondément transcendée. C'est que, en fait, ce petit garçon, en fait, je lui ai dit: «OK, je pense comprendre peut-être que tu es en colère. J'entends que la colère, tu vois, elle est pas contre moi, en fait, mais tu sais, moi, je suis là pour t'aider». Et en fait, tu vois, c'est un petit garçon que je vois encore, hein, du coup, forcément, j'ai le sourire parce qu'il est trop mignon. C'est un petit garçon qui est hyper doux maintenant, qui est hyper content de venir et qui est tellement plus serein. Et tu vois, c'est même un petit garçon qui va se confier quand il a eu des soucis à l'école, qui va me dire: «Bah Léa, aujourd'hui, il y a tel enfant, il a été méchant, je me suis sentie en colère». Enfin, je me dis, c'est ça que ça a changé, en fait. C'est tout cet accompagnement que je peux avoir envers les enfants, mais aussi envers les parents, parce que, sans le vouloir, effectivement, des fois, je me disais: «Bah mince, à la maison, enfin, je sais pas ce qui se passe ou comment ça se passe», ou en fait, maintenant, mon but, c'est de semer des graines. J'ai comme ça, tu vois, des mamans qui avaient vraiment du mal avec leurs enfants, hein, voilà, c'était compliqué, qu'il y avait des VO, hein, enfin voilà, elles criaient beaucoup, parfois elles tapaient, mais en fait, maman était complètement désemparée, elle savait pas comment accompagner son enfant. Et en fait, tu vois, en semant des graines petit à petit, et en fait, en autorisant des choses dans mon bureau qu'elle n'autorisait pas forcément, elle a pu mettre les mots. Elle a pu mettre les mots et elle a pu comprendre le fonctionnement de son enfant. Et je trouve ça hyper beau, parce que tu vois, maintenant, c'est la maman qui va dire à un papa, une fois dans la salle d'attente, comme ça, au détour d'une conversation, j'arrivais à ce moment-là: «Non, mais ne mettez pas votre enfant devant les écrans, franchement, hein, vous pouvez lui proposer de la peinture, vous pouvez lui proposer, un moment de coloriage ensemble». Je dis: «Mais il y a tellement plus de choses à faire». Et tu vois, et dans ces moments-là, tu es hyper émue rien que d'en raconter. Je suis hyper émue, je l'avais dit à la maman d'ailleurs, parce que tu te dis, en fait, tu vois, c'est ça mon rôle, c'est de semer ces graines-là. Et ces graines-là, clairement, elles viennent de ma maternité. Elles viennent de ma maternité, de ma façon d'aborder la parentalité, parce que l'accompagnement aux émotions, en fait, j'en étais pas du tout consciente. Tu vois, pour moi, un enfant qui criait ou un enfant qui pleurait, forcément, c'est un enfant qui était pas forcément accompagné. Mais c'était un enfant qui avait peut-être juste envie de faire une crise. Enfin, tu vois, j'étais un enfant, je me suis jamais dit ça, mais voilà, tu vois? Ouais, vraiment dans cette idée: «Ouais, il fait un caprice, c'est bon là, enfin passe à autre chose, c'est fini, on y va, quoi». Sans lui dire, tu vois? J'aurais jamais crié parce que je crie pas, mais tu vois, plus dans cette idée, «Ouais, bah, c'est bon là, enfin c'est bon, ça fait 2 secondes que tu pleures, on peut passer à autre chose ou pas?» Alors que tu vois, maintenant, je suis vraiment dans cette démarche où j'essaie de comprendre ce qui a déclenché cette émotion. Et ça, c'est permis par mes enfants, parce qu'au quotidien, j'accompagne leurs émotions du mieux que je peux. Ouais. Mais tu vois, vraiment, j'ai envie de dire que voilà, mes enfants ont profondément, transformé ma façon d'exercer, mon métier, pour le coup. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Quel a été ton défi facile? L'allaitement.
Ah, c'est bien. Je dirais l'allaitement. Ouais, franchement, tu vois, je savais pas avant que tu allais me poser cette question-là, donc j'ai pas du tout réfléchi. Mais maintenant que je réfléchis, l'allaitement, c'est devenu tellement une évidence. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas, ça a pas été difficile. Tu vois, j'ai commencé à allaiter mon loulou, j'avais un bout de sein. Ma louloute, on a eu des mastites, on a eu plein de choses. Mais pour autant, c'était tellement ancré en moi que je voulais allaiter, autant que mes enfants auraient besoin que du coup, mon défi facile, pour le coup, à ce jour, en tout cas, maintenant, je peux dire c'est l'allaitement. Super. Et tu les as allaités combien de temps, les deux? Du coup, mon loulou a été allaité 4 ans et demi. Et ma Ouais, Nanette, c'est toujours en cours et je ne sais pas où l'aventure nous mènera. super. Bah écoute, je te remercie énormément Léa pour avoir participé à mon podcast. Tu nous as livré plein de clés. Je pense que ça va aider beaucoup de parents. Oui. Oui, 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 tu me raconteras mon petit chou. Là, je dis juste au revoir. Bon, bah, je te laisse dire au revoir avant de stopper l'enregistrement. Juste 2 secondes. Et merci à toi pour ton invitation. C'était vraiment un grand plaisir. Et effectivement, je suis ravie, si mes conseils peuvent servir à d'autres. Donc encore 1000 merci à toi. Alors oui, pas facile toujours de faire comprendre à ses enfants que maman ne doit pas être dérangée. Mais ça va, là mon fils a attendu la fin de l'épisode. Merci encore à toi Léa d'avoir pris le temps de faire cet épisode ensemble, à un moment où c'est plutôt le rush chez toi. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Il ne reste plus qu'un épisode avant la pause estivale. Durant cette pause, je vous proposerai de découvrir toutes mes sources d'informations qui ont changé ma parentalité. Ça peut être des livres, des podcasts ou même des discussions. Le dernier épisode est une discussion entre mon mari et moi sur notre défi personnel. Vous l'avez compris, mon défi personnel concerne mon fils aîné qui a 3 ans et qui a eu des difficultés durant sa rentrée scolaire. On se retrouve ensuite pour la saison 2 en septembre. Si d'ailleurs vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.